La promesse de l'aube, chapitre 9. Les fruits de notre prospérité se mirent à pleuvoir sur moi. C'est-à-dire que le commerce de vêtements de la mère de Romain Gary commence à bien marcher et à rapporter de l'argent. J'eus une gouvernante française, et je fus vêtu d'élégants costumes de velours spécialement coupés pour moi, avec des jabots de dentelle et de soie, et, pour faire face aux intempéries, je fus affublé d'une surprenante pelisse d'écureuils, dont les centaines de petites queues grises tournées vers l'extérieur provoquaient l'hilarité des passants. On me donna des leçons de maintien. On m'apprit à baiser la main des dames, à les saluer en faisant une sorte de plongeon en avant et en ramenant en même temps un pied contre l'autre, et à leur offrir des fleurs. Sur ces deux points, le baise-main et les fleurs, ma mère était particulièrement intraitable. « Tu n'arriveras à rien sans cela, » me disait-elle, assez mystérieusement. Une ou deux fois par semaine, lorsque quelques clientes de marque visitaient nos salons, ma gouvernante, après m'avoir brossé, pommadé, relevé mes chaussettes et noué soigneusement l'énorme jabot de soie sous le menton, me faisait effectuer mon entrée dans le monde. J'allais de dame en dame, faisant ma courbette, ramenant un pied contre l'autre, baisant les mains, levant les yeux le plus haut possible à la lumière, ainsi que ma mère me l'avait appris. Les dames s'extasiaient poliment, et celles qui savaient se montrer particulièrement enthousiastes dans leurs exclamations obtenaient en général un rabais considérable sur le prix du dernier modèle de Paris. Quant à moi, n'ayant déjà d'autre ambition que de faire plaisir à celle que j'aimais tant, je levais les yeux à la lumière à tout bout de champ, n'attendant même plus qu'on me le demandât. Tout au plus me permettais-je, pour ma distraction personnelle, de remuer les oreilles, petit talent dont je venais d'apprendre le secret auprès de mes camarades de la cour. Après quoi, ayant à nouveau baisé la main de ces dames, fait mes courbettes, claqué les talons, je courais joyeusement derrière le dépôt de bois où, coiffé d'un tricorne de papier et armé d'un bâton, je défendais l'Alsace-Lorraine, marchais sur Berlin et accomplissais la conquête du monde jusqu'à l'heure du goûter. Souvent, avant de m'endormir, je voyais ma mère entrer dans ma chambre. Elle se penchait sur moi et souriait tristement. Puis elle disait « Lève les yeux ». Je levais les yeux. Ma mère demeurait penchée sur moi un long moment. Puis elle m'entourait de ses bras et me serrait contre elle. Je sentais ses larmes sur mes joues. Je finis bien par me douter qu'il y avait là quelque chose de mystérieux et que ces larmes troublantes, ce n'était pas moi qui les inspirais. Un jour, je finis par interroger Agnella là-dessus. Avec l'avènement de notre prospérité matérielle, Agnella avait été promue au rang de directrice du personnel et généreusement rétribuée. Elle détestait ma gouvernante, qui la séparait de moi, et faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre la vie impossible à la mamselle, ainsi qu'elle l'appelait. Un jour, donc, me jetant dans ses bras, je lui demandai « Agnella, pourquoi maman pleure-t-elle en regardant mes yeux ?» Agnella parut gênée. Elle était avec nous depuis ma naissance, et il y avait peu de choses qu'elle ignorait. C'est à cause de leur couleur. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Agnella poussa un gros soupir. Ils la font rêver, dit-elle évasivement. Et il me fallut plusieurs années pour m'orienter dans cette réponse. Un jour, je compris. Ma mère avait déjà 60 ans, et moi 24. Mais parfois son regard cherchait mes yeux avec une tristesse infinie. Et je savais bien que dans le soupir qui soulevait alors sa poitrine, ce n'était pas de moi qu'il s'agissait. Je laissais faire. Dieu me pardonne, il m'est même arrivé, à l'âge d'homme, de lever exprès les yeux vers la lumière et de demeurer ainsi pour l'aider à se souvenir. J'ai toujours fait pour elle tout ce que j'ai pu. Rien ne fut omis dans la formation que ma mère entendait me donner pour faire de moi un homme du monde. Elle me prodigua elle-même des leçons de polka et de danse, les seules danses qu'elle connaissait. Après le départ des clientes, le salon était gaiement éclairé, le tapis roulé, un gramophone placé sur la table, et ma mère s'asseyait dans un des fauteuils Louis XVI récemment acquis. Je m'approchais d'elle, je m'inclinais, je la prenais par la main, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, nous nous élancions sur le parquet, sous le regard désapprobateur d'Agnella. Tiens-toi droit, marque bien la mesure, lève un peu le menton, et observe la dame fièrement, en souriant d'un air charmé. Je levais fièrement le menton, je souriais d'un air charmé, et 1, 2, 3, 2, 3, je sautillais sur le parquet miroitant. Ensuite, j'accompagnais ma mère jusqu'à son fauteuil.
Je lui baisais la main et m'inclinais devant elle, et ma mère me remerciait d'un mouvement de tête gracieux en s'éventant. Elle soupirait et disait quelquefois avec conviction en essayant de reprendre son souffle. « Tu gagneras des prix au concours hippique. » Sans doute me voyait-elle en uniforme blanc d'officier de la garde, sautant quelque obstacle sous les yeux éperdus d'amour d'Anna Karénine. Il y avait, dans ces élans d'imagination, quelque chose d'étonnamment démodé et d'un romanesque vieillot. Je crois qu'elle cherchait à recréer ainsi autour d'elle un monde qu'elle n'avait jamais connu autrement qu'à travers les romans russes antérieurs à 1900, date à laquelle la bonne littérature s'arrêtait pour elle. 3 fois par semaine, ma mère me prenait par la main et me conduisait au manège, c'est-à-dire un endroit où on pratique l'équitation, du lieutenant Sverdlovski, où j'étais initié par le lieutenant lui-même au mystère de l'équitation, de l'escrime et du tir au pistolet. Le lieutenant était un homme grand et sec, d'aspect jeune, au visage osseux, armé d'une immense moustache blanche à la Lyautey. À 8 ans, j'étais certainement son plus jeune élève, et j'avais la plus grande peine à soulever l'immense pistolet qu'il me tendait. Après une demi-heure de fleuret, une demi-heure de tir, une demi-heure de cheval, gymnastique et exercices respiratoires, ma mère restait assise dans un coin fumant une cigarette, observant mes progrès avec satisfaction. Le lieutenant Sverdlovski, qui parlait d'une voix sépulcrale et ne semblait pas connaître d'autre passion dans la vie que de faire mouche et de viser au cœur, ainsi qu'il le disait, avait pour ma mère une admiration sans bornes. Notre arrivée créait toujours dans le stand un mouvement de sympathie. Je me plaçais devant la barrière en compagnie d'autres tireurs, officiers de réserve, généraux en retraite, jeunes gens élégants et désœuvrés. Je mettais une main sur ma hanche, j'appuyais le lourd pistolet sur le bras du lieutenant, j'aspirais l'air, arrêtais mon souffle, tirais. Le carton était ensuite présenté à ma mère pour inspection. Elle regardait le petit trou, comparait le résultat à celui de la séance précédente et reniflait avec satisfaction. Après un tir particulièrement réussi, elle mettait le carton dans son sac et l'emportait à la maison. Souvent elle me disait « Tu me défendras, n'est-ce pas ? Encore quelques années… » et elle faisait un geste vague et large, un geste russe. Quant au lieutenant Sverdlovski, il caressait ses longues moustaches raides, baisait la main de ma mère, claquait les talons et disait « Nous ferons de lui un cavalier ». Il me donna lui-même des leçons d'escrime et me fit faire de longues marches à la campagne, sac au dos. On m'apprenait également le latin, l'allemand. L'anglais n'existait pas encore à l'époque ou, du moins, était considéré par ma mère comme une facilité commerciale à l'usage des gens de peu. J'apprenais aussi maintenant, avec une certaine mademoiselle Gladys, le chimie, le foxtrot, et lorsque ma mère recevait, j'étais souvent tiré du lit, habillé, traîné dans le salon et invité à réciter des fables de La Fontaine, après quoi, ayant dûment levé les yeux vers le lustre, baisé la main de ces dames et fait claquer un pied contre l'autre, j'étais autorisé à me retirer. Avec un programme pareil, je n'avais pas le temps d'aller à l'école, où d'ailleurs l'enseignement, ne se faisant pas en français, mais en polonais, était à nos yeux complètement dépourvu d'intérêt. Mais je prenais des leçons de calcul, d'histoire, de géographie, de littérature, d'une succession de professeurs dont les noms et les visages ont laissé aussi peu de traces dans ma mémoire que les matières qu'ils étaient chargés de m'enseigner. Il arrivait à ma mère de m'annoncer « Ce soir, nous allons au cinéma ». Et le soir, affublé de ma pelisse d'écureuil, ou, si la saison était clémente, d'un imperméable blanc et d'une toque de matelot, je déambulais sur les trottoirs de bois de la ville en offrant le bras à ma mère. Elle veillait farouchement à mes bonnes manières. Je devais toujours courir lui ouvrir la porte et la tenir ouverte pendant qu'elle passait. Une fois, à Varsovie, m'étant rappelé que les dames devaient toujours passer les premières, je m'effaçai galamment devant elle en descendant d'un tramway. Ma mère me fit immédiatement une scène, devant les 20 personnes qui se bousculaient à l'arrêt. Je fus informé que le cavalier doit descendre le premier et offrir ensuite la main à la dame pour l'aider. Quant aux baise-mains, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Aux États-Unis, c'est pour moi une source continuelle de malentendus. 9 fois sur 10, lorsque, après une petite lutte musculaire, je parviens à porter la main d'une Américaine à mes lèvres, elle me lance un « thank you » étonné, ou bien, prenant cela pour quelque marque d'attention très personnelle, elle m'arrache sa main avec inquiétude, ou, chose plus pénible encore, surtout lorsque la dame est mûre, m'adresse un petit sourire coquin. Allez donc leur expliquer que je fais simplement comme ma mère me l'a dit.
Je ne sais si c'est de ces films que nous avons vus ensemble ou l'attitude de ma mère après le spectacle qui m'a laissé un souvenir si étrange et indélébile. Je revois encore l'acteur principal, vêtu de l'uniforme noir des Tcherkesses et d'un bonnet de fourrure, me fixer de l'écran de son regard pâle, sous des sourcils ouverts comme des aigles. Cependant que le pianiste, dans la salle, jouait son petit air nostalgique et claudiquant. En sortant du cinéma, nous marchâmes en nous tenant par la main à travers la ville déserte. Parfois je sentais les doigts de ma mère qui serraient les miens presque douloureusement. Lorsque je me retournais alors vers elle, je voyais qu'elle pleurait. À la maison, m'ayant aidé à me déshabiller, et après m'avoir bordé dans mon lit, elle me demanda « Lève les yeux ». Je levai les yeux vers la lampe. Elle demeura un long moment penchée sur moi, puis, avec un curieux sourire de triomphe, un sourire de victoire et de possession, elle m'attira à elle et me serra dans ses bras. Or, il advint que, quelque temps après notre visite au cinéma, un bal costumé fut donné pour les enfants de la bonne société de la ville. J'y fus invité, naturellement. Ma mère régnait alors souverainement sur la mode locale, et nous étions très recherchés. Dès que l'invitation nous parvint, l'atelier de couture fut entièrement voué à la préparation de mon costume. J'avais à peine besoin de dire que j'allais au bal vêtu en officier de Tcherkesse avec un poignard, bonnet de fourrure, cartouchière et tout le tralala.